C'est une chose de ne pas être aimé par son mari. C'en est une autre d'être complètement effacé par lui. Quand Arthur a franchi les doubles portes en chaîne du salon, après 2 ans d'absence sur le continent, Clarara ne s'attendait pas à une étreinte. Elle s'attendait à un signe de tête poli. Au lieu de cela, il a saisi la main d'une inconnue aux cheveux d'or. Il a regardé droit dans les yeux la femme qu'il avait épousée 3 ans plus tôt, et il a souri. « Puis-je vous présenter ma femme ?» Clara se tenait juste là, et depuis le coin de la pièce, le duc observait son visage. La pluie battait contre les hautes fenêtres de Oak Haven depuis 3 jours consécutifs. C'était un crachin anglais misérable et incessant. Il transformait l'allée de gravier en soupe. Il donnait aux vieilles pierres du domaine l'allure des murs d'une crypte très coûteuse. Clarara se tenait près de l'âtre dans le salon principal. Le feu rugissait, mais il ne parvenait pas à chasser l'humidité de ses os. Elle avait 24 ans, était mariée depuis 3 ans, et seule depuis 2. Arthur, le comte de Linfield, trouvait les responsabilités d'une épouse et d'un domaine endetté bien trop fastidieux à gérer. Il était parti pour l'Italie sur un coup de tête. Il avait laissé Clarara avec une montagne de dettes, un manoir en ruine et un titre qui pesait plus lourd chaque jour. Elle avait passé les 24 derniers mois à marchander avec les créanciers. Elle vendait l'argenterie la moins remarquable. Elle prétendait à la noblesse locale que l'absence de son mari était due à une santé fragile, et non à un abandon pur et simple. Ce soir-là, c'était un petit dîner, une nécessité pour tenir à distance les rumeurs locales. 7 invités étaient assis, dispersés dans le salon, sirotant un xérès tiède. Parmi eux se trouvait Elias Montgomery, le duc d'Ashbourne. Ashbourne n'était pas un ami, c'était un créancier. Il possédait les vastes terres qui s'étendaient au nord de Oak Haven. Et il était venu recouvrer une dette de jeu plutôt conséquente qu'Arthur avait contractée avant son départ précipité. C'était un homme de 30 ans, à la carrure affûtée, avec un visage qui ne laissait que rarement transparaître ses pensées. Il ne se mêlait pas aux autres. Il se tenait près de la fenêtre du fond, un verre de liquide ambré à la main. Il observait la pièce avec l'intérêt détaché d'un homme qui regarde des insectes dans un bocal. Clarara ajusta les poignets de sa robe de soie bleu foncé. Elle était passée de mode, mais méticuleusement entretenue. Elle croisa le regard d'Ashbourne à travers la pièce. Il ne détourna pas les yeux. Il leva simplement son verre d'une fraction de pouce. C'était un toast silencieux et cynique à leur endurance mutuelle pour la soirée. Puis les chiens se mirent à aboyer. Le bruit sourd des portes d'entrée résonna dans le foyer, suivi par le va-et-vient frénétique des domestiques. Le faible bourdonnement de la conversation dans le salon s'éteignit instantanément. Des pas approchaient, lourds, confiants, accompagnés par le cliquetis plus léger et hésitant des talons d'une femme. Les doubles portes du salon s'ouvrirent en grand. Arthur entra. Il était exactement comme dans le souvenir de Clarara. Peut-être un peu plus bronzé, ses cheveux bruns coiffés de manière lâche et négligée, comme le préféraient les hommes qui passaient leur journée sur des yachts. Il sentait la pluie, l'eau de Cologne coûteuse, et une sorte de confiance téméraire. Clarara sentit sa poitrine se serrer. Elle fit un demi-pas en avant, préparant l'accueil poli et tiède d'une épouse dévouée à son seigneur volage. Les mots se formaient déjà sur sa langue. « Arthur, vous êtes rentré tôt. » Mais Arthur ne la regarda pas. Ou plutôt, il regarda au-delà d'elle. Il balaya du regard les invités assemblés avec un large sourire radieux. S'écarta, attirant une femme dans l'embrasure de la porte. Elle était jeune, peut-être 19 ans. Elle avait des cheveux couleur d'or filé, une peau que le rude climat anglais n'avait pas marquée, et de grands yeux bleus et nerveux. Elle était drapée dans une cape de voyage en velours épais. Elle s'accrochait au bras d'Arthur comme s'il était la seule chose solide dans la pièce. Le silence dans le salon devint absolu. Il était épais, suffocant, et lourd de la prise de conscience collective soudaine que quelque chose n'allait pas du tout. Arthur tapota la main de la jeune femme. Il regarda autour de la pièce, laissant enfin ses yeux se poser sur Clarara. Il n'y avait aucune reconnaissance dans son regard, aucune culpabilité, aucune hésitation, juste une gaieté vide, presque provocante. « Bonsoir à tous », dit Arthur, sa voix portant facilement jusqu'au fond de la pièce. « Je m'excuse d'interrompre votre dîner, mais je ne pouvais pas attendre un instant de plus pour partager ma joie. » Il se tourna vers la jeune fille, son sourire s'adoucissant en quelque chose de sincèrement affectueux.
Puis-je vous présenter à tous Lady Linfield, mon épouse, Geneviève. Une tasse de thé cliqueta violemment contre sa soucoupe. Quelqu'un, peut-être la femme du vicaire, laissa échapper un hoquet étranglé. Clara se tenait parfaitement immobile. Le feu crépita bruyamment derrière elle. Elias Montgomery, le duc d'Ashbourne, ne sursauta pas. Il ne laissa pas tomber son verre. Il cessa simplement de respirer pendant une longue seconde suspendue. Ses yeux passèrent immédiatement du visage niais et rayonnant du comte de Linfield à la femme debout, près de la cheminée. Il observait Clara. Il l'observait avec une concentration prédatrice et intense, attendant la rupture. Il avait vu des hommes ruinés aux tables de jeu, pleurant sur leur fortune perdue. Il avait vu des femmes s'effondrer en crise d'hystérie pour un ourlet déchiré. La capacité humaine à l'humiliation publique était quelque chose qu'il trouvait infiniment fascinant. Arthur venait de ramener une seconde épouse. Il l'avait présentée à une assemblée où se trouvait sa véritable épouse légale. Ce n'était pas seulement cruel. C'était un acte de folie profonde et ahurissante. Ashbourne observa les mains de Clara. Elle tenait un délicat éventail de dentelle. Ses doigts se resserrèrent sur les poignets en ivoire. Les jointures devinrent d'un blanc d'os. Il vit les tendons de ses poignets se tendre. L'éventail ne se brisa pas, mais ce fut de justesse. Puis il observa son visage. Clara ne rougit pas. La couleur quitta ses joues, la laissant pâle, mais son menton resta droit. Elle n'ouvrit pas la bouche pour crier. Elle ne se jeta pas à travers la pièce pour arracher les cheveux d'or de la tête de l'impostrice. Au lieu de cela, elle cligna des yeux. Une fois, lentement. Elle prit une inspiration lente et délibérée, sa poitrine se soulevant et s'abaissant sous la soie bleue foncée. Quand elle rouvrit les yeux, le choc avait disparu. Il était remplacé par quelque chose de froid, de plat et d'impénétrable. C'était un regard qu'Ashbourne n'avait vu que sur des soldats chevronnés évaluant un champ de bataille lorsque les lignes de front venaient de s'effondrer. Arthur semblait totalement inconscient de la dévastation qu'il venait de provoquer. Il tapota de nouveau la main de Geneviève. « Nous nous sommes mariés à Florence il y a 3 semaines, déclara-t-il fièrement. Une cérémonie privée. Je sais que c'est soudain, mais l'amour attend rarement le bon moment. » Geneviève regarda Clara, offrant un sourire timide et hésitant. La jeune fille ne savait pas. Ashbourne le vit instantanément. La nouvelle mariée pensait que Clara était une sœur, ou peut-être une gouvernante. Arthur avait épousé une riche étrangère, et avait simplement omis de mentionner l'épouse qu'il avait laissée dans le Surrey. Les invités étaient figés, piégés dans un cauchemar social dont il n'y avait pas d'issue polie. Clara décroisa les mains. Elle laissa tomber l'éventail à son côté. Elle fit un pas en avant, quittant la chaleur du feu derrière elle. Sa voix, quand elle parla, n'était pas un cri. Elle était basse, claire et parfaitement stable. Elle trancha le lourd silence de la pièce comme une lame d'argent. « Comme vous devez être épuisé, monseigneur, » dit Clara. Elle ne dit pas Arthur. Elle ne dit pas mon mari. Les routes depuis Douvres sont notoirement épouvantables par ce temps. Clara continua, son ton conversationnel, agréable et totalement dépourvu de chaleur. Elle tourna son regard vers Geneviève. « Et vous, madame, vous devez être entièrement fatiguée. » Geneviève cligna des yeux, son sourire faiblissant légèrement face à la froideur dans la voix de Clara. « Oui, le voyage a été long. » « En effet, » dit Clara, doucement. Elle tourna la tête vers l'embrasure de la porte, où le majordome, Hodges, se tenait pâle et tremblant, semblant sur le point de vomir. « Hodges ? Oui, ma lady. Le comte est de retour, » dit Clara, insistant juste assez sur son titre pour rappeler à la pièce son identité légale. « Veuillez préparer les chambres d'amis de Lelès pour lui et sa compagne de voyage. Faites monter de l'eau chaude immédiatement et demandez à la cuisine de préparer un plateau. » Arthur fronça les sourcils, la première fissure dans sa façade confiante. « Les chambres d'amis, Clara. De quoi parlez-vous? Je suis le maître de cette maison. Nous prendrons la suite principale. » Clara le regarda vraiment. C'était un regard si dépourvu d'affection, si entièrement vide, qu'Ashbourne sentit un frisson parcourir sa propre échine. « La suite principale est actuellement en réparation, monseigneur, » mentit Clara, sans la moindre hésitation. « Le toit a commencé à fuir terriblement au-dessus du lit l'hiver dernier.
C'est humide et totalement inapproprié pour une mariée. L'aile et devra suffire. Elle se tourna vers les invités, offrant un sourire poli et contrit. Je suis terriblement désolé, tout le monde. Il semble que notre soirée ait été écourtée par une arrivée inattendue. Je vais faire approcher les voitures pour vous. Elle les congédiait. Elle nettoyait le champ de bataille. Ashbourne regardait en silence, émerveillé. Elle n'avait pas revendiqué sa position. Elle n'avait pas fait de scène. Elle avait pris le contrôle total de la pièce, réduit son mari au rang d'invité dans sa propre maison et maintenu une dignité absolue en le faisant. Les invités se bousculèrent presque pour partir, désespérés d'échapper à la tension suffocante. Ils marmonnèrent des adieux précipités, refusant de regarder Arthur ou sa nouvelle épouse. Alors que la pièce se vidait, Ashbourne s'attarda. Il posa son verre sur une table d'appoint. Il ne se dirigea pas vers la porte. Il attendit simplement. 10 minutes plus tard, le salon était vide, à l'exception de Clarara et du feu mourant. Arthur avait emmené Geneviève à l'étage, fulminant à propos de l'accueil froid, ignorant totalement le danger mortel dans lequel il s'était placé. La bigamie était un crime. Cela signifiait la prison. Cela signifiait la déportation. Clara Lara se tenait seule près de l'âtre. L'adrénaline s'estompait, laissant derrière elle une réalité froide et tremblante. Elle fixa les flammes. Elle avait maintenu le domaine en vie. Elle s'était privée de charbon en hiver pour que les toits des locataires puissent être réparés. Elle avait supporté les chuchotements de la ville, les regards apitoyés des marchands. Et pourquoi? Pour un homme qui l'avait remplacée dans une chapelle étrangère et qui s'attendait à ce qu'elle se fonde simplement dans le papier peint. « Vous n'avez pas crié », dit une voix dans l'ombre. Clara se raidit. Elle se tourna lentement. Le duc d'Ashbourne sortit de l'alcôve près de la fenêtre. La faible lumière attrapait les angles vifs de ses pommettes et les profondeurs sombres et illisibles de ses yeux. La mâchoire de Clara se serra. Elle avait oublié qu'il était là. Ou peut-être était-il le seul à ne pas s'être enfui comme un oiseau effrayé. « Crier est pour les femmes qui croient qu'elles seront entendues. Votre grâce, » dit Clara, sa voix abandonnant le vernis poli qu'elle avait utilisé avec les invités. Elle semblait rauque maintenant, réelle. J'ai appris qu'élever la voix dans cette maison ne fait que donner mal à la tête aux domestiques. Ashbourne s'approcha lentement d'elle, ses lourdes bottes ne faisant aucun bruit sur l'épais tapis perçant. Il s'arrêta à quelques pas, assez près pour qu'elle puisse sentir la légère odeur de pluie et de tabac sur son manteau. « Il a commis un crime », déclara Ashbourne sans détour. Il ne posait pas de questions. Il évaluait les faits. Il a épousé une femme en Italie. Que le mariage soit légalement reconnu en Angleterre ou non, il l'a amenée dans votre maison et l'a présentée comme sa femme. C'est un imbécile. « Il est pire qu'un imbécile, » dit Clara, tournant ses yeux vers le feu. « Il est cruel, mais sa cruauté est paresseuse. Il n'a pas fait ça pour me briser. Il a fait ça parce qu'il n'a tout simplement pas pensé à moi du tout. » Ashbourne observa son profil. La plupart des femmes seraient en larmes. « Les larmes ne paieront pas le boucher, votre grâce, » répondit Clara, croisant les bras sur sa poitrine. « Les larmes ne dénoueront pas le cauchemar juridique qu'il vient d'amener dans mon salon. Elle est jeune, elle est française, ou peut-être suisse d'après son accent. Elle a de l'argent. Il ne l'aurait pas épousée autrement. Il était à court de fonds il y a des mois. » Les sourcils d'Ashbourne se haussèrent légèrement. Il était sincèrement impressionné. Son mari venait de la rejeter publiquement et elle calculait les implications financières. « Vous êtes très pragmatique, Lady Linfield. »« Je suis ruiné, votre grâce, » dit Clara en le regardant. Ses yeux étaient sombres, féroces et entièrement secs. « Mon mari vous doit 4000 livres. Il en doit 2000 de plus à la couronne, en arriéré d'impôts. S'il va en prison pour bigamie, le domaine est saisi. Si le domaine est saisi, je suis jeté à la rue avec rien d'autre que les vêtements que je porte. Je ne peux pas me permettre d'être hystérique. » Ashbourne réfléchit à cela. Il regarda la femme devant lui. Elle n'était pas d'une beauté classique. Elle était trop vive, trop usée par le simple effort de survivre. Mais là, debout à la lueur du feu, vibrant pratiquement de rage contenue et de pure volonté obstinée, elle était la créature la plus fascinante qu'il ait jamais vue. « Que ferez-vous » demanda-t-il doucement. Clara se dirigea vers un petit secrétaire en acajou dans le coin de la pièce. Elle ouvrit le tiroir supérieur et en sortit un épais registre relié en cuir. Elle le laissa tomber sur le bureau avec un bruit sourd.
Je ferai ce que j'ai fait ces 2 dernières années, dit Clara, posant sa main à plat sur le cuir usé. Je vais gérer ce gâchis. Je vais découvrir qui est la famille de cette fille. Je vais sécuriser ma dot. Puis elle marqua une pause, regardant le plancher, avant de lever les yeux pour croiser le regard d'Ashbourne. Et ensuite, je vais le ruiner. La certitude absolue dans sa voix fit se hérisser les poils sur la nuque d'Ashbourne. Il ne lui offrit pas de platitude. Il ne lui dit pas que tout irait bien. Il s'approcha du bureau, se tenant à côté d'elle. Il baissa les yeux sur le registre, puis sur la femme féroce et inflexible qui le gardait. 4000 livres est une dette importante, dit Ashbourne, sa voix tombant dans un murmure bas et conspirateur. J'ai des avocats à Londres spécialisés dans les extractions discrètes et vicieuses. Si vous comptez le ruiner, Lady Linfield, vous pourriez trouver mes ressources très utiles. Clara le regarda, cherchant sur son visage la moquerie ou la pitié. Elle ne trouva ni l'une ni l'autre. Elle trouva une offre silencieuse et constante d'une épée. « Pourquoi m'aideriez-vous » demanda-t-elle prudemment. Ashbourne soutint son regard. « Parce que je déteste la cruauté paresseuse. Et parce que, Clara, je n'ai jamais vu une femme se tenir au centre d'une pièce en feu et décider de s'approprier l'incendie. » Le jour se leva sur Oakhaven, non pas avec un lever de soleil triomphant, mais avec une lumière grise et maussade qui semblait s'excuser de son intrusion. Clara n'avait pas dormi. Elle avait passé les heures entre minuit et l'aube assise au bureau en acajou de sa chambre. La boîte à écrire antique de son père était ouverte devant elle. À l'intérieur se trouvaient les restes de son contrat de dot, quelques lettres éparses d'un avocat londonien et un pistolet chargé qu'elle gardait depuis les émeutes du pain de l'année précédente. Elle ne toucha à rien de tout cela. Elle se contenta de fixer le papier blanc et impeccable, organisant sa fureur en étapes concrètes. À 8 heures, elle descendit le grand escalier. La maison était d'un calme troublant. Les domestiques, habituellement affairés aux tâches matinales, se déplaçaient comme des fantômes. Ils détournaient les yeux quand elle passait. Le scandale avait déjà imprégné les planchers. Dans la salle du petit-déjeuner, les plats en argent restaient froids. Clara se versa une tasse de thé noir et se tint près de la fenêtre, regardant le jardinier tailler un rosier mort. La porte grinça en s'ouvrant. Clara ne se retourna pas. « Bonjour » une voix douce, à l'accent prononcé, se fit entendre. Clara pivota lentement. Geneviève se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle portait une robe de chambre en mousseline rose pâle, bien trop fine pour les courants d'air anglais. Elle avait l'air épuisée, la peau sous ses yeux bleus marquée de cernes violets. Elle serrait un châle de soie autour de ses épaules, hésitant sur le seuil comme un chat errant, qui se demande si la soucoupe de lait vaut le piège. « Bonjour, Lady Geneviève » dit Clara. Sa voix était parfaitement égale. Geneviève tressaillit légèrement au titre. Elle entra dans la pièce, regardant le modeste petit-déjeuner avec une lueur de confusion. Arthur a dit, il a dit que les cuisines prépareraient un festin. Nous avions de tels festins à Florence. Arthur dit beaucoup de choses, répondit Clara. Elle désigna la théière. Voulez-vous du thé? Il est fort, mais il est chaud. Geneviève hocha la tête avec reconnaissance et s'assit à la longue table en acajou. Elle garda les mains jointes sur ses genoux, observant Clara avec de grands yeux curieux pendant que celle-ci versait le thé et le posait devant elle. « Vous êtes sa sœur » demanda timidement Geneviève. Arthur n'a pas mentionné de sœur. Il a seulement dit qu'il était veuf, que sa première femme était morte d'une fièvre il y a de nombreuses années. Clara s'arrêta. Les pinces en argent dans sa main planaient au-dessus d'un morceau de sucre. Veuf. L'audace de la chose était presque à couper le souffle. Il ne l'avait pas simplement oublié, il l'avait tué pour sa propre convenance. Clara sentit une étrange bulle de rire hystérique monter dans sa gorge, mais elle la ravala, forçant son visage à adopter un masque d'indifférence polie. « Il a dit ça » demanda Clara doucement, laissant tomber le sucre dans la tasse de Geneviève. « Oui, il était très triste à ce sujet, » dit Geneviève, sa voix baissant dans un murmure respectueux. « Il m'a dit que la maison était remplie de fantômes et que c'est pour ça qu'il avait besoin de moi, pour ramener la lumière à Oakhaven. » Clara regarda la jeune fille. Geneviève avait 19 ans, loin de chez elle, complètement isolée et légalement liée à un homme qui n'existait pas. Elle était une victime tout autant que Clara.
bien que sa cage soit actuellement dorée de fausses promesses. Clara pouvait briser cette illusion maintenant. Elle pouvait laisser tomber les pinces, regarder cette fille dans les yeux et lui dire qu'elle n'était rien de plus qu'une riche maîtresse pour un criminel. Mais Clara avait d'abord besoin d'informations. « Dites-moi, Geneviève, » dit Clara, s'asseyant en face de la jeune femme. « Votre famille, ont-ils approuvé ce mariage soudain? Florence est loin de chez vous, n'est-ce pas? » Les joues de Geneviève sont pourprères. « Mon père est un marchand à Genève, monsieur Dupont. Il n'a pas approuvé. Il a dit qu'Arthur était un chasseur de fortune. Mais Arthur était si romantique. Il m'a promis un titre anglais. Il m'a promis un grand domaine. Nous nous sommes enfuis. » Elle baissa les yeux sur son thé, une soudaine vague de mal du pays envahissant ses traits. « Mon père m'a déshérité, mais Arthur a dit que ça n'avait pas d'importance. Il a dit qu'il avait beaucoup de richesses ici. » Clara ferma les yeux un bref instant. Déshérité. Arthur n'avait pas épousé une héritière avec une fortune facilement accessible. Il avait épousé une sotte romantique qui avait coupé les ponts avec l'argent dont il avait désespérément besoin. Il avait commis un crime pour rien. Le bruit lourd de bottes résonna dans le couloir. Arthur entra d'un pas décidé dans la salle du petit déjeuner, vêtu d'une tenue d'équitation sur mesure qui semblait toute neuve. Il frappa dans ses mains, inconscient de la tension épaisse qui flottait dans l'air. « Voilà mes deux filles préférées, » claironna Arthur, s'approchant pour embrasser le sommet de la tête de Geneviève. Il ne jeta même pas un regard à Clara. « J'ai besoin qu'on me selle un cheval frais. Je vais au village. Je dois passer à la banque et faire transférer des fonds des comptes du domaine. » Clara l'aira but une lente gorgée de son thé. « Les comptes sont gelés, Arthur. » Arthur s'arrêta. Il se tourna pour la regarder, les sourcils froncés dans une confusion sincère. « Gelés? Que voulez-vous dire par gelé? Je suis le comte. Dégèle-les. »« Je ne peux pas, » dit Clara, posant sa tasse avec un léger cliquetis. « Il n'y a plus rien à geler dedans. Les créanciers ont vidé les 300 derniers livres il y a 6 mois. Tu n'as pas d'argent, Arthur. » Le visage d'Arthur s'assombrit. La charmante façade de garçon manqué glissa, révélant l'homme capricieux et vicieux en dessous. « Ne joue pas à des jeux avec moi, Clara. Je suis le maître ici. » Il jeta un coup d'œil à Geneviève, qui observait l'échange avec une alarme croissante. « Laisse-nous, Geneviève. J'ai un mot à dire à ma gouvernante. » Geneviève se leva précipitamment de sa chaise, fuyant presque la pièce. Quand la porte se referma, Arthur frappa ses mains sur la table, se penchant sur le pain grillé froid et la théière. « Comment oses-tu me parler d'argent devant elle? Elle est ma femme. Tu la traiteras avec respect. » Clara ne cilla pas. Elle leva les yeux vers lui, ses yeux sombres entièrement morts. « C'est la fille d'un marchand de Genève que tu as trompée avec un mariage frauduleux, et elle est déshéritée. Arthur, elle me l'a dit elle-même. Tu as traîné une fille sans le sou à travers l'Europe et commis un crime pour le faire. » Le visage d'Arthur perdit toute couleur. Il se redressa, ses mains tremblant légèrement. « Elle est déshéritée. »« Entièrement, » dit Clara, ressentant une satisfaction froide et vengeresse face à la panique pure qui s'épanouissait dans ses yeux. « Tu es ruiné. Tu dois 4000 livres au duc d'Ashbourne et tu es un bigame. Alors dis-moi, monseigneur, comment comptes-tu payer le cheval frais que tu viens d'exiger? » À midi, la pluie était revenue, tambourinant un rythme monotone contre les fenêtres de la bibliothèque. Clara était assise derrière le bureau massif en chêne qui avait appartenu au père d'Arthur. Elle était flanquée de piles de registres, de lettres de change et de lettres non envoyées aux créanciers. Elle devait sécuriser sa dot. Quand elle avait épousé Arthur, son père avait lié 5000 livres au domaine. Si Arthur était condamné pour bigamie, la couronne pourrait saisir Oak Haven et tous ses actifs pour payer ses dettes. Son argent disparaîtrait dans les coffres du gouvernement, la laissant sans ressources. Elle devait l'extraire légalement et discrètement avant que le piège ne se referme. Un coup sec à la porte de la bibliothèque brisa sa concentration. Hodges, le majordome, entra. Il avait l'air nettement mal à l'aise. « Ma lady, le duc d'Ashbourne est ici. » Clara leva les yeux. Elle ne l'attendait pas si tôt. « Faites-le entrer, Hodges. » Elias Montgomery entra dans la bibliothèque sombre. Il était impeccablement vêtu d'une redingote gris foncé. Mais il y avait une énergie indomptée en lui, une vivacité qui rendait la pièce poussiéreuse soudainement plus petite.
Il portait une sacoche en cuir sous le bras. « Vous êtes en avance, votre grâce, » dit Clara, sans se lever de sa chaise. « Et vous êtes occupé, » nota Ashburn, ses yeux balayant la mer chaotique de paperasse sur son bureau. Il s'approcha et tira une lourde chaise en cuir, s'asseyant en face d'elle, sans attendre d'invitation. Il posa la sacoche sur le bureau. « Je n'aime pas laisser des affaires en suspens, surtout quand elles impliquent des hommes aussi stupides que votre mari. » Clara se pencha en arrière. « Il est pire que stupide. Il n'est pas rentable. » La nouvelle épouse a été déshéritée par son père. Arthur l'a amenée ici en croyant qu'elle était son salut financier. Un lent sourire sombre se dessina sur les lèvres d'Ashburn. Ce n'était pas un sourire aimable. C'était le sourire d'un loup regardant un mouton s'égarer dans un marécage. Un bigame ruiné. La tragédie s'écrit pratiquement d'elle-même. A-t-il pleuré quand vous le lui avez dit? Il a quitté la maison, dit Clara sèchement. Il a pris son vieux cheval de chasse et est parti vers la taverne du village. J'imagine qu'il essaie actuellement de noyer ses problèmes dans l'alcool. Ashburn déboucla sa sacoche. Il en sortit une épaisse liasse de documents juridiques, le lourd parchemin crépitant dans la pièce silencieuse. J'ai envoyé un cavalier à Londres à l'aube. Mes avocats rédigent un bref de recouvrement de créances pour les 4000 livres qu'il me doit. Je peux faire saisir ce domaine par le magistrat local d'ici vendredi. La mâchoire de Clara se serra. Elle se pencha en avant, posant une main sur le registre. Si vous saisissez le domaine, vous saisissez ma dot. Je ne vous laisserai pas me ruiner juste pour le punir. Ashburn s'arrêta. Il regarda sa main, pâle et tendue contre le cuir sombre, puis il leva les yeux vers son visage. Le détachement cynique avait disparu de ses yeux, remplacé par une intensité vive et calculatrice. « Je n'ai aucune intention de vous ruiner, Clara, » dit-il, sa voix baissant d'une octave. Il n'utilisa pas son titre. La familiarité provoqua une étrange secousse soudaine dans sa poitrine. « C'est pourquoi je suis ici. Nous allons construire un pare-feu entre votre argent et ses crimes. » Il poussa un document spécifique sur le bureau vers elle. « Ceci est un acte de transfert. Avant que la couronne ne l'arrête pour bigamie et avant que je ne réclame ma dette, Arthur va vous céder entièrement ce domaine et votre dot. En échange, j'annulerai une partie de sa dette envers moi. » Clara fixa le document. C'était entièrement illégal, ou du moins opérant dans un abîme moralement gris qui ferait pleurer un juge de Londres. Il ne signera jamais ça. Cela le dépouille de tout. Cela fait de lui un locataire dans sa propre maison. Il le signera, dit Ashburn doucement, se penchant plus près. Parce qu'en ce moment, Arthur pense que son seul problème est l'argent. Il ne sait pas que nous savons qu'il est un criminel. Il ne sait pas que la peine pour bigamie est la déportation vers une colonie pénitentiaire en Australie. C'est un lâche, Clara. Quand un lâche est acculé, il signe pour se défaire de son âme en échange d'une sortie temporaire. Clara regarda l'homme assis en face d'elle. Elias Montgomery était impitoyable. Il se déplaçait dans le monde, manipulant les leviers et exploitant les faiblesses. Pourtant, pour la première fois en 3 ans, Clara n'avait pas l'impression de mener une guerre seule. Elle était assise à côté du général. « Et qu'est-ce que vous y gagnez, votre grâce ?» demanda Clara, sa voix stable, bien que son cœur batte un rythme effréné contre ses côtes. « Vous risquez votre réputation pour aider une femme qui vous doit de l'argent. Pourquoi ?» Ashburn soutint son regard. Le silence s'étira entre eux, lourd et chargé de quelque chose qui n'avait rien à voir avec les registres ou les lois. « Je vous l'ai dit hier soir, » dit finalement Ashburn, ses yeux glissant vers sa bouche avant de rencontrer à nouveau son regard. « Je déteste la cruauté paresseuse. Et vous, Clara, vous méritez de garder la maison pour laquelle vous avez saigné. Je veux mon argent, oui. Mais plus que ça, je veux le voir réaliser que la femme qui l'a rejeté est celle qui tient la hache. » Le piège se referma le jeudi soir. La pluie avait enfin cessé, laissant l'air sentir la terre humide et le gel imminent. Arthur avait passé les 3 derniers jours à éviter Clara entièrement. Il dînait dans son bureau, dormait dans l'aile est avec une Geneviève perpétuellement en larmes et buvait abondamment d'une réserve de brandy de contrebande. À 7 heures, Hodge frappa à la porte du bureau. « Monseigneur, le duc d'Ashburn est dans le salon. Il insiste pour vous parler. » Arthur, pâle, mal rasé et transpirant malgré le froid de la pièce, jura entre ses dents. Il s'aspergea le visage d'eau d'une bassine et descendit le couloir d'un pas martial,
désespéré de maintenir l'illusion du contrôle. Quand il ouvrit brusquement les portes du salon, il se figea. Ashbourne n'était pas seul. Il se tenait près de la cheminée, vêtu de noir austère, ressemblant à un bourreau tenant sa cour. À côté de lui était assise Clarara. Elle portait une robe de laine anthracite, sa posture parfaite, son expression totalement illisible. Sur la table entre eux se trouvait une pile de papier et un encrier. Ashbourne, dit Arthur, sa voix se brisant légèrement. Il s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, forçant un ton cordial. « Elias, à quoi dois-je le plaisir? Êtes-vous venu accueillir ma nouvelle épouse comme il se doit ?» Ashbourne ne sourit pas. Il n'offrit même pas un signe de tête polie. « Asseyez-vous, Linfield. » Arthur se hérissa, sa fierté aristocratique s'enflammant. « Voyons voir. Vous êtes dans ma maison. Asseyez-vous. » La voix d'Ashbourne n'était pas un cri, mais l'ordre létal qu'elle contenait fit instinctivement plier les genoux d'Arthur. Il tituba en avant et s'effondra dans un fauteuil en face d'eux. Ashbourne prit le premier papier. « Vous me devez 4200 livres. Vous devez 2000 livres à la couronne en arriérés d'impôts. Vous devez environ 800 livres aux commerçants locaux. Vous êtes totalement et entièrement en faillite. » Arthur essuya une goutte de sueur de sa tempe. Il refusait de regarder Clarara. « J'ai des actifs. Le domaine est en ruine, Arthur. » L'interrompit Clarara, sa voix tranchant sa délusion comme un scalpel. « Il n'y a plus de bois à vendre. Les fermes des locataires sont hypothéquées 2 fois. Vous n'avez rien. »« J'ai juste besoin de temps, » lança Arthur, la fusillant du regard. « Je ferai des investissements. J'ai des contacts à Londres. »« Vous n'avez pas le temps, » dit Ashbourne doucement. Il jeta un deuxième papier sur la table. Il glissa sur le bois poli, s'arrêtant à quelques centimètres des mains tremblantes d'Arthur. « Parce que vous n'avez pas seulement un problème financier, Linfield. Vous en avez un juridique. Ou pensiez-vous que votre petite cérémonie à Florence resterait un secret? » Arthur cessa de respirer. La couleur quitta son visage si vite que Clarara pensa qu'il pourrait s'évanouir. Il fixa le document sur la table. C'était une copie d'un certificat de mariage entièrement en italien, portant sa signature et celle de Geneviève Dupont. « Ce n'est pas légalement contraignant ici, » balbutia Arthur, ses yeux passant frénétiquement d'Ashbourne à Clarara. C'était juste une cérémonie pour apaiser le père de la jeune fille. « Le père qui l'a déshéritée ?» demanda froidement Clarara. Arthur tressaillit. « Peu importe si cela tient devant un tribunal de la chancellerie, » mentit Ashbourne doucement, sa voix tombant dans un murmure sombre et terrifiant. « Vous l'avez amenée sur le sol anglais et l'avez présentée comme votre femme, alors que vous étiez légalement marié à une autre femme. C'est de la bigamie. C'est un crime. J'ai un magistrat qui attend dans ma voiture dehors, attendant mon signal. Si je fais un signe de la main, vous serez arrêté ce soir. Vous serez détenu à Newgate. Vous serez jugé et vous serez mis sur un bateau pour une colonie pénitentiaire pour le reste de votre misérable vie. » Arthur se mit à trembler. De vrais tremblements violents secouaient son corps. Il regarda Clarara, les yeux écarquillés d'une supplication soudaine et désespérée. L'arrogance avait disparu, entièrement consumée par la réalité d'une cage. « Clara, s'il te plaît, » murmura Arthur, sa voix se brisant. « Je suis ton mari. » Clarara regarda l'homme à qui elle avait juré sa vie. Elle ne ressentit aucune pitié. Elle ne ressentit pas de colère non plus. Elle ressentit juste un immense sentiment de fatigue. « Tu as renoncé au droit de t'appeler ainsi au moment où tu as franchi ces portes avec elle, » dit doucement Clarara. Ashbourne tapota la table, ramenant le regard paniqué d'Arthur vers lui. « Il y a une issue, Linfield. » Une issue étroite. Il poussa l'acte de transfert sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» croissa Arthur. « C'est un transfert complet du domaine de Oak Haven, de tous ses actifs restants, et de la dot originale de Lady Clarara, directement à son nom, » expliqua Ashbourne. « Vous renoncerez à tous vos droits sur cette propriété et ses revenus. En échange, je n'appellerai pas le magistrat. J'annulerai votre dette envers moi et je vous donnerai une traite de 200 livres, assez pour acheter un passage pour vous et la jeune fille sur un navire pour l'Amérique. » Arthur fixa le papier comme si c'était un serpent venimeux. « Vous me dépouillez de mon titre. Vous me laissez mendiant. »« Je vous laisse un homme libre, » corrigea froidement Ashbourne. « Signez le papier, Arthur, ou le magistrat entre et vous partez sous les fers. » Arthur regarda Clarara.
Il chercha sur son visage le moindre signe de pitié, la moindre trace persistante de la jeune fille naïve qu'il avait épousée 3 ans auparavant. Il ne trouva que de la pierre. D'une main tremblante, Arthur attrapa la plume. Il la trempa dans l'encrier, la pointe cliquetant contre le verre. Il se pencha sur le papier, sa respiration saccadée et superficielle, et signa son nom. Alors que l'encre séchait, scellant sa ruine et assurant sa liberté, Clara laissa échapper un long soupir silencieux. Elle regarda Ashbourne de l'autre côté de la table. Le duc observait son visage. Cette fois, il ne cherchait pas une rupture. Il regardait une survivante. Et le respect intense et brûlant dans ses yeux fit réaliser à Clara que la guerre n'était pas finie. Elle changeait simplement de champ de bataille. Le départ eut lieu au milieu de la nuit. Arthur ne voulait pas que les domestiques le voient partir, et Clara ne se souciait pas de lui offrir la dignité d'un adieu en plein jour. À 2 heures du matin, les lourdes roues en bois d'une voiture de location craquèrent sur le gravier de l'allée de Oak Haven. La pluie avait recommencé, une fine brume glaciale qui s'accrochait à la maçonnerie et recouvrait les fenêtres d'une couche de crasse. Clara se tenait dans le foyer obscurci, une seule lampe à huile projetant de longues ombres déformées sur les murs lambrissés. Elle portait un épais peignoir de laine par-dessus sa chemise de nuit, les bras croisés fermement contre le froid humide. Arthur descendit les escaliers le premier. Il portait 2 valises en cuir hâtivement remplies. Il ne ressemblait pas à un seigneur. Il ressemblait à un voleur s'enfuyant avec l'argenterie. Ses épaules étaient voûtées, sa mâchoire serrée, ses yeux fixés fermement sur la poignée en laiton de la porte d'entrée. Derrière lui venait Geneviève. La jeune fille pleurait doucement, un son continu et brisé qui résonnait terriblement dans le hall vide. Elle portait une petite boîte à chapeau en velours et serrait la même lourde cape dans laquelle elle était arrivée quelques jours plus tôt. Elle regarda Clara en atteignant la dernière marche. Il n'y avait pas de haine dans les yeux de la jeune fille, seulement une confusion profonde et bouleversante. « Il dit que nous allons en Amérique », murmura Geneviève, sa voix tremblante. « Il dit que l'humidité ici est mauvaise pour ses poumons. » Clara regarda la jeune fille. Elle aurait pu lui dire la vérité. Elle aurait pu expliquer le péril juridique, la dette, le marché lâche qu'Arthur avait conclu pour sauver sa propre peau. Mais Geneviève était piégée maintenant, sur un navire à destination de Boston, avec un homme qui drainerait sans aucun doute les quelques petites ressources qui lui restaient. La vérité ne la sauverait pas, elle ne ferait que rendre le voyage insupportable. « L'Amérique est un vaste pays », dit Clara tranquillement. Sa voix était dépourvue de méchanceté. « J'espère que vous y trouverez un climat plus chaud, Geneviève. Gardez votre propre conseil et gardez votre propre bourse si vous le pouvez. » Arthur se retourna, son visage s'enflammant d'une soudaine rage défensive et laide. « Ne lui parle pas. Tu m'as tout pris. Tu as ta maison. Laisse-nous tranquilles. »« Je ne t'ai rien pris, Arthur, » dit Clara, son ton entièrement plat. « Tu l'as perdu au jeu. J'ai simplement ramassé l'acte sur la table où tu l'as laissé. » Arthur la fixa pendant une longue seconde. Il ouvrit la bouche, peut-être pour lancer une dernière insulte, peut-être pour implorer un sursis soudain, mais la certitude de fer dans la posture de Clara l'arrêta. Il se tourna, poussa la lourde porte en chêne et sortit dans le crachin glacial. Geneviève suivit, relevant sa capuche, jetant un dernier regard terrifié par-dessus son épaule avant de disparaître dans l'obscurité. La lourde porte se referma. Clara resta longtemps dans le foyer. La maison était absolument silencieuse. Il n'y avait pas de tic-tac d'horloge, pas de craquement de plancher, juste le son lointain et étouffé des sabots s'éloignant sur le chemin de la voiture. Elle entra dans la bibliothèque. Le feu s'était réduit à des braises rougeoyantes. Au centre du bureau massif en chêne se trouvait l'acte de transfert. À côté, la lourde clé en fer du coffre-fort du domaine. Clara s'approcha du bureau. Elle posa le bout de ses doigts sur le parchemin rugueux. C'était légalement contraignant. C'était attesté. Oak Haven était à elle. Les dettes étaient effacées. La menace du magistrat avait disparu. Elle s'attendait à ressentir une vague de triomphe. Elle s'attendait à ressentir un grand soulagement. Au lieu de cela, ses genoux fléchirent. Elle se rattrapa au bord du bureau. Un tremblement soudain et violent secouant son corps. Le poids suffocant des 3 dernières années,
La peur, l'humiliation, la panique incessante et lancinante de la pauvreté s'abattirent sur elle d'un seul coup. Elle s'enfonça dans le lourd fauteuil en cuir, ramena ses genoux contre sa poitrine et enfouit son visage dans ses mains. Elle ne sanglota pas. Elle respirait simplement, de manière saccadée et rauque, tremblant violemment dans la pièce froide et sombre. Une ombre bougea près des étagères. Clarara se figea, sa tête se relevant brusquement. Elias Montgomery apparut dans la faible lueur des braises mourantes. Il n'était pas parti. Il avait passé les 5 dernières heures assis dans le coin de sa bibliothèque, silencieux, attendant la fin de la tempête. Il portait son lourd manteau d'équitation, ses cheveux sombres légèrement ébouriffés, ses yeux fixés sur elle avec cette même intensité illisible. « Il est parti », dit Elias tranquillement. Clara essuyait à la hâte une larme de sa joue, instantanément furieuse de sa propre vulnérabilité. Elle se redressa, forçant ses épaules en arrière. « Vous êtes resté. Il est tard, votre grâce. Les routes sont terribles. »« Je suis au courant des routes, » répondit Elias, s'approchant lentement du bureau. « J'étais aussi conscient qu'un homme comme Arthur Linfield pourrait décider de revenir et de réclamer l'acte par la force une fois qu'il aurait réalisé toute l'étendue de sa lâcheté. J'ai préféré rester. » Clarara le regarda. Le masque cynique et calculateur qu'il portait pour le monde avait disparu. Dans la pénombre, il avait l'air complètement épuisé, mais profondément ancré. Il s'arrêta de l'autre côté du bureau, regardant l'acte, puis la regardant elle. « Vous tremblez, » observa-t-il. « Il fait froid, » mentit Clarara. Elias ne discuta pas. Il contourna le bureau. Il n'offrit pas de platitude. Il ne lui dit pas de se calmer. Il enleva simplement son lourd manteau d'équitation en laine et le drapa sur ses épaules. Le manteau était immense, lourd, et sentait légèrement la fumée de bois, les chevaux et lui. La chaleur résiduelle de son corps s'infiltra instantanément à travers son fin peignoir. Clarara serra les revers autour de son cou. Les tremblements commencèrent à s'apaiser. « Merci », murmura-t-elle, sa voix rauque. « L'acte part demain pour mon avocat à Londres, » dit Elias, s'appuyant contre le bord du bureau, la regardant. « Il sera enregistré discrètement. Les tribunaux reconnaîtront le transfert comme un règlement de dette. Pour la loi, Arthur a abandonné le domaine pour satisfaire ses créanciers. La bigamie n'apparaîtra jamais dans les registres publics. « Et vos 4000 livres ?» demanda Clara, levant les yeux vers lui. Elias croisa son regard. « Considérez cela comme un investissement dans une voisine très capable. Les frontières nord de Oak Haven touchent mes bois du sud. J'ai besoin que ces clôtures soient réparées. J'ai besoin que les braconniers soient chassés. Vous gérerez cela mieux qu'il ne l'a jamais fait. Nous établirons un plan de paiement. Vous pourrez me rembourser avec les revenus du bois au cours des 10 prochaines années. » C'était une concession stupéfiante. Un prêt sans intérêt sur 10 ans n'était pas un investissement. C'était une bouée de sauvetage. C'était la grâce absolue et sans phare d'un homme qui ne traitait qu'en monnaie sonnante et trébuchante. Clarara regarda ses mains posées sur le bord du bureau. Ce n'étaient pas les mains douces d'un aristocrate oisif. Il y avait des callosités sur ses jointures. « Pourquoi ?» demanda à nouveau Clarara, faisant écho à sa question des jours précédents. « Je comprends pour les clôtures. Je comprends pour les braconniers. Mais vous êtes un duc. Je suis une femme déshonorée dans une maison en ruine. Pourquoi aller si loin ?» Elias la regarda longuement. Le silence dans la bibliothèque était profond, rompu seulement par le faible sifflement du feu mourant. « Parce qu'il y a 3 ans, je vous ai vu épouser un imbécile, » dit Elias, sa voix tombant dans un registre bas et grave. « J'ai assisté à votre mariage, Clarara. Vous ne vous en souviendriez pas. Je me tenais au fond de la chapelle. Je vous ai vu prononcer vos vœux à un homme qui regardait déjà la porte, et j'ai pensé que c'était un gaspillage terrible et impardonnable. » Clarara cessa de respirer. « Je ne suis pas un homme bon, » continua Elias, se détachant du bureau et se redressant. « Je n'aide pas les gens par charité. Je vous ai aidé parce que je voulais qu'ils partent, et je voulais que vous restiez exactement où vous êtes. » Il se tourna vers la porte. « Je reviendrai mardi pour examiner les contrats de bois avec vous. Verrouillez vos portes, Clarara. Bonne nuit. » Il sortit de la bibliothèque, laissant Clarara assise dans le lourd manteau de laine, fixant l'embrasure de la porte vide, la logique froide de son monde entièrement brisé.
L'hiver arriva avec un gel brutal et implacable qui transforma le sol en fer. Pendant 6 mois, Clara ne quitta pas Oak Haven. Elle n'assista pas aux assemblées locales. Elle ne répondit pas aux lettres prudentes et inquisitrices de la noblesse locale, s'enquérant du soudain voyage de son mari aux Amériques. Elle travailla. Elle dépouilla le domaine jusqu'à l'os. Elle congédia les jardiniers d'ornement et engagea des charpentiers. Elle vendit l'argenterie inutile restante et acheta de nouvelles charrues. Elle s'assit dans la boue avec les fermiers locataires, enveloppés dans de la laine épaisse, et négocia les rotations de culture. Elle apprit le prix exact d'un boisseau de blé, le coût de l'ardoise pour un toit, et la pénalité pour le braconnage. Et chaque mardi, Elias Montgomery arrivait à Oak Haven. Il ne venait jamais en calèche. Il montait un énorme hongre noir, ses bottes souvent couvertes de la même boue qui recouvrait ses propres ourlets. Il ne s'asseyait pas dans le salon pour boire du thé. Il s'asseyait dans la bibliothèque, des cartes étalées sur le bureau en chaîne, des registres empilés, se disputant sur les fossés de drainage et les rendements du bois. Ce n'était pas une romance de regards de salle de bal et de baisers volés dans la véranda. C'était une cour faite d'épuisement partagé. C'était un mardi de début mars. Le gel s'était rompu, transformant les routes en une soupe épaisse et ingérable. Clara était dans la bibliothèque, frottant une tache d'encre sur sa joue quand la porte s'ouvrit. Elias entra. Il avait l'air terrible. Son manteau était trempé, ses cheveux plaqués sur son front, et une traînée de boue barrait sa mâchoire. Le pont sur la rivière Wind s'est effondré, annonça Elias, jetant ses gants mouillés sur une table d'appoint. La maçonnerie a finalement cédé sous le courant. Mes chariots ne peuvent pas traverser. Vos locataires ne peuvent pas amener leurs provisions de printemps au bourg. Clara se leva instantanément, tirant une carte du comté vers elle. Quelle est l'étendue des dégâts? Total, dit Elias, contournant le bureau pour se tenir à côté d'elle. Il se pencha sur la carte, sa manche mouillée effleurant son bras. Le pilier central a disparu. Nous avons besoin de maçons de Londres, et nous en avons besoin pour hier. Mais le magistrat local refuse de débloquer les fonds du comté avant le prochain trimestre. Clara fronça les sourcils, traçant la ligne de la rivière avec son doigt. Si mes locataires ne peuvent pas vendre leurs provisions, ils ne peuvent pas payer leur loyer de printemps. S'ils ne peuvent pas payer leur loyer, je ne peux pas payer la mensualité que je vous dois. Oubliez la mensualité, lança Elias, non pas avec colère, mais simplement avec impatience. Je me fiche de l'argent en ce moment, Clara. Je me soucie du grain qui pourrit. Je vais financer la reconstruction moi-même, mais j'ai besoin que vous autorisiez l'extraction de pierre sur votre crête nord. C'est la source de granit la plus proche. Vous voulez démolir ma crête? Demanda Clara en le regardant. Elle était à quelques centimètres de son visage. Elle pouvait voir la barbe naissante sur sa mâchoire, sentir la pluie froide sur sa peau. Je veux sauver notre infrastructure économique, corrigea Elias, ses yeux sombres se fixant sur les siens. Autoriserez-vous la pierre? Je vous facturerai la main-d'œuvre, rétorqua instinctivement Clara. Elias la fixa. Puis, lentement, un rire sincère et sans retenue s'échappa de sa poitrine. C'était un son riche et profond qui transforma tout son visage, effaçant les lignes cyniques et le faisant paraître étonnamment jeune. « Vous êtes implacable », dit Elias en secouant la tête. « Très bien, facturez-moi la main-d'œuvre, mais je veux que votre contremaître supervise l'extraction. Il est meilleur que le mien. »« Marché conclu », dit Clara. Ils se tenaient là, côte à côte, penchés sur la carte. La crise était gérée. La chose logique à faire était de prendre du recul. Aucun d'eux ne bougea. Elias baissa les yeux sur sa main, posée sur la carte. Il tendit la main et la recouvrit de la sienne. Sa peau était glacée par la pluie, mais sa prise était incroyablement ferme. Clara leva les yeux vers lui. Son cœur battit soudainement et lourdement contre ses côtes. Elle avait 25 ans, une épouse rejetée, légalement liée à un fantôme, endurcie par le gel et les registres. Elle n'était pas faite pour ça. Elle n'était pas faite pour l'intensité brute et terrifiante dans ses yeux. « Vous avez de l'encre sur le visage », murmura Elias, sa voix baissant. Il leva sa main libre. Il n'utilisa pas de mouchoir. Il utilisa son pouce, effleurant la tache d'encre sur sa pommette. Son contact était d'une douceur choquante, un contraste frappant avec l'homme dur et impitoyable qu'il présentait au monde.
Le souffle de Clara se coupa. Elle ne recula pas. Elle se pencha juste d'une fraction de pouce dans sa paume. « Elias » murmura-t-elle. C'était la première fois qu'elle utilisait son prénom. Son pouce s'immobilisa. Il regarda sa bouche. L'air dans la bibliothèque devint soudainement incroyablement lourd, chargé de mois de mots refoulés, de nuits tardives et d'observations silencieuses. Il se pencha, comblant la distance entre eux. Puis Hodges s'éclaircit la gorge depuis l'embrasure de la porte. Ils se séparèrent brusquement. Elias reculant, son visage reprenant instantanément un masque illisible, bien qu'une rougeur sombre montât à son cou. Clara attrapa un registre au hasard et fit semblant de l'examiner, ses mains tremblant légèrement. « Je m'excuse pour l'intrusion, ma lady, » dit Hodges, tenant un plateau d'argent. Il regarda savamment le mur. Une lettre est arrivée par le postier de Londres, d'un avocat, je crois. Le sang de Clara se glaça. Elle s'approcha de Hodges, prenant la lourde enveloppe de couleur crème. Elle reconnut le sceau de cire. C'était le cabinet qui s'occupait des dernières affaires juridiques obscures d'Arthur. Elle brisa le sceau, déplia le papier épais et lut les courtes lignes dactylographiées. Le silence dans la pièce s'étira jusqu'à devenir cassant. « Clara » demanda Elias, sa voix vive d'une inquiétude soudaine. Clara laissa tomber le papier sur le sol. Elle regarda Elias, son visage entièrement vide. « Arthur est mort » dit-elle. Elias devint complètement immobile. « Le navire » continua Clara, sa voix creuse, récitant les faits mécaniquement. « Le HMS Providence. Une fièvre s'est déclarée dans la cale 3 semaines après le départ. Le typhus. Il pense. La moitié des passagers sont morts avant d'atteindre Boston. Arthur était parmi eux. Elle fixa le mur. Arthur était mort. L'homme qui l'avait ruiné, abandonné, humilié et finalement libéré. Il était parti. Le lien juridique qui la liait techniquement encore à un mariage fantôme était rompu. Elle ne ressentit aucun chagrin. Elle ne ressentit aucune joie. Elle ressentit juste une finalité écrasante et accablante. Elias traversa la pièce en 3 enjambées. Il ne lui demanda pas comment elle se sentait. Il n'offrit pas de condoléances pour un homme qu'ils méprisaient tous les deux. Il lui saisit les épaules, la tournant pour lui faire face. « Et la jeune fille » demanda Elias brusquement. « Geneviève » Clara cligna des yeux, revenant au présent. « La lettre dit qu'elle a survécu. Elle est restée à Boston. Elle a écrit aux avocats pour réclamer sa part de son héritage. » Un humour sombre et létal brilla dans les yeux d'Elias. Son héritage, laissez-la le réclamer. Elle ne trouvera que des comptes vides, et mes avocats attendant de l'informer que Oak Haven vous appartient. Vous êtes en sécurité, Clara. La menace a entièrement disparu. Clara leva les yeux vers lui. Je suis veuve. Vous étiez veuve le jour où il l'a amenée dans cette maison, dit Elias, sa prise sur ses épaules se resserrant. La loi a simplement rattrapé la réalité. La période de deuil fut brève et entièrement formelle. Clara porta du noir pendant 3 mois, un minimum absolu requis par la société pour éviter le scandale. Elle ne pleura pas. Elle ne se jeta pas sur une pierre tombale, car il n'y en avait aucune à visiter. Elle passa ce temps à finaliser les semailles de printemps et à remplacer l'ardoise du toit du manoir. Fin juin, le comté organisa son assemblée d'été annuelle dans les salles d'assemblée du bourg voisin. C'était la première apparition publique de Clara depuis la mort d'Arthur. Elle savait que les chuchotements seraient vicieux. Il parlerait de son manque de larmes. Il parlerait des rumeurs de l'étrange femme aux cheveux d'or qu'Arthur aurait prétendument exhibée à Oak Haven la nuit de son départ. Elle portait une robe de soie améthyste profonde et sourde. Elle était dépourvue de dentelle, entièrement pratique, et d'une élégance frappante dans sa simplicité sévère. Elle ne portait pas un corset assez serré pour la faire s'évanouir. Elle en portait un qui lui permettait de respirer, de marcher et de commander une pièce. Quand Clara entra dans la salle d'assemblée, le quatuor à cordes jouait une danse de campagne entraînante. La musique ne s'arrêta pas, mais la conversation, si. Les têtes se tournèrent, les éventails s'ouvrirent, le regard collectif de 50 aristocrates se fixa sur elle. Clara garda le menton haut. Elle descendit le petit escalier menant à la salle principale, son expression agréable et totalement impénétrable. Elle salua le magistrat. Elle fit un signe de tête à la femme du vicaire. Elle se déplaça à travers la foule comme un navire brisant la glace. Elle sentit le regard avant de le voir.
Elias se tenait près du mur du fond, près des portes-fenêtres ouvertes qui menaient à la terrasse. Il portait une tenue de soirée noire, austère et impeccable. Il avait l'air dangereux, ennuyé et totalement déplacé parmi les soies pastels et les rires forcés de la noblesse de campagne. Il la regardait naviguer dans la pièce. Quand elle se libéra enfin d'une conversation fastidieuse avec un écuyer local, Elias se détacha du mur et se dirigea vers elle. La foule s'écarta instinctivement pour lui. Un duc n'attendait pas son tour. Il s'arrêta devant elle. Il ne s'inclina pas. Il lui tendit simplement le bras. « L'air ici est stagnant, » dit Elias assez fort pour que les commères les plus proches l'entendent. « Marchez avec moi, Lady Linfield. » Clara posa sa main gantée sur son avant-bras. La chaleur de sa peau irradiait à travers les couches de laine sombre et de soie. « Attention, votre grâce, » murmura Clara, alors qu'il la conduisait vers les portes de la terrasse. « Ils diront que je plante mes griffes dans l'homme le plus riche du comté, avant que mes vêtements de deuil ne soient correctement rangés. »« Laissez-les dire ce qu'ils veulent, » répondit Elias doucement, la guidant vers la fraîcheur de la nuit d'été. « Je possède la moitié des terres sur lesquelles ils se tiennent. Leurs opinions sont totalement sans importance. » La terrasse était faiblement éclairée par des lanternes suspendues aux balustrades en pierre. L'odeur de jasmin en fleurs et de terre humide flottait lourdement dans l'air. La musique de la salle s'estompa en un doux bruit de fond rythmé. Elias la conduisit au bord de la terrasse, surplombant les jardins sombres et tentaculaires. Il lâcha son bras et se tourna pour lui faire face. Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Il ne sortit pas une bague. Il sortit un morceau de parchemin épais plié. « J'ai reçu ceci de mes avocats à Londres ce matin, » dit Elias, lui tendant le papier. Clara fronça les sourcils, prenant le document. Elle le déplia dans la pénombre. C'était un état financier, un registre d'actifs, de dettes et de propriétés. Mais ce n'était pas celui d'Arthur. C'était celui d'Elias. Il détaillait les vastes possessions du duché d'Ashbourne, les mines en Cornouailles, les domaines en Écosse, les flottes maritimes à Londres. C'était un empire. Clara leva les yeux vers lui, totalement déconcertée. « Qu'est-ce que c'est? Discutons-nous d'un nouveau prêt? Parce que je vous assure, les rendements du bois sont prometteurs. »« Ce n'est pas un prêt, Clara, » interrompit doucement Elias. Il se rapprocha, envahissant son espace, la forçant à lever les yeux vers lui. L'armure cynique et détachée qu'il portait avait entièrement disparu. À sa place, se trouvait une vulnérabilité féroce et terrifiante. Quand un homme de ma position demande en mariage, dit Elias, sa voix un grondement bas et régulier, on s'attend à ce qu'il offre de la poésie. On s'attend à ce qu'il offre des fleurs et des promesses de dévotion éternelle, et beaucoup de bêtises fleuries qui survivent rarement au premier hiver. Clara cessa de respirer. Elle serra le parchemin si fort qu'il se froissa bruyamment dans la nuit silencieuse. « Je ne vous insulterai pas avec de la poésie, » continua Elias, ses yeux fixés sur les siens, sombres et brûlants. « Vous avez survécu à un mariage bâti sur des mots vides. Je ne vous offrirai pas d'illusions. Je vous offre la réalité. Je suis difficile. Je suis impitoyable quand on me contrarie. Je travaille trop et j'ai très peu de patience pour la société. » Il tendit la main, posant ses mains sur ses épaules. Le poids de sa prise était ancrant, une ancre dans la tempête soudaine qui tourbillonnait dans son esprit. « Mais je ne vous mentirai jamais, » dit Elias avec ferveur. « Je ne vous traiterai jamais avec condescendance. Je ne regarderai jamais au-delà de vous pour trouver quelqu'un d'autre. Vous vous êtes tenu dans une pièce en feu et avez pris le contrôle de l'incendie. Je veux que vous soyez à mes côtés. Je veux votre esprit brillant et impitoyable pour gérer mes domaines avec moi. Je vous veux, Clara, tout entière, les registres, la boue, le tempérament et le fer absolu dans votre colonne vertébrale. » Il baissa les yeux sur le parchemin dans ses mains. « Ceci est mon registre, » dit-il doucement. « Je vous offre la plume. Épousez-moi. » Clara le fixa. Son cœur battait si violemment qu'elle pensait qu'il pourrait lui briser les côtes. Ce n'était pas une demande en mariage de conte de fées. C'était une négociation d'égal à égal. C'était une reddition de la part d'un homme qui ne se rendait jamais. Elle pensa à Arthur. Elle pensa à la jeune fille aux cheveux d'or dans le salon. La terreur, les nuits froides et solitaires à fixer un pistolet. Elle avait construit une forteresse pour se protéger de ne plus jamais être à la merci d'un homme. Mais Elias ne lui demandait pas de démolir la forteresse. Il demandait les clés de la porte pour pouvoir monter la garde avec elle. Clara regarda le morceau de parchemin dans ses mains.
Puis elle leva les yeux vers les yeux sombres et intenses du duc d'Ashbourne. Elle leva la main, prit les revers de son manteau et le tira vers elle. Le baiser ne fut pas hésitant. Ce fut une collision. C'était désespéré, profondément ancrant et entièrement inévitable. Les bras d'Elias s'enroulèrent autour de sa taille, la tirant contre lui, la soulevant légèrement de la terrasse en pierre. Il l'embrassa comme un homme affamé depuis 3 ans, sa bouche exigeante, rude et parfaitement possessive. Clarara laissa tomber le parchemin. Il vola jusqu'au sol en pierre, ignoré. Elle emmêla ses mains dans ses cheveux sombres, lui rendant son baiser avec toute la passion refoulée et la volonté obstinée qu'elle possédait. Quand ils se séparèrent enfin, ils étaient tous les deux essoufflés. Elias appuya son front contre le sien, les yeux fermés, ses mains serrant toujours fermement sa taille. « Oui », murmura Clarara, sa voix rauque, dépourvue de toute prétention de la bonne société. « Je vous épouserai. Mais si vous pensez que j'abandonne les rendements du bois de Oakhaven pour gérer vos flottes maritimes, vous vous trompez lourdement. Vous devrez engager un commis. » Elias laissa échapper un rire bas et rauque, ouvrant les yeux pour la regarder. L'affection et le soulagement pur sur son visage étaient à couper le souffle. « J'engagerai 10 commis, » murmura-t-il, écartant une mèche de cheveux rebelles de son visage. « Oakhaven est à vous. Tout est à vous. » Clarara se tenait sur la terrasse, dans les bras d'un homme qui la voyait vraiment, non pas comme un ornement, mais comme une égale. La musique de la salle flottait dans la nuit, légère et frivole. Mais ici, dans le noir, avec l'odeur de la pluie et le poids lourd de la réalité, Clarara avait enfin trouvé son terrain solide. Elle n'était plus l'épouse effacée. Elle était l'architecte de sa propre survie, et elle ne serait plus jamais négligée. Et cela nous amène à la fin du remarquable parcours de Clarara, d'une épouse rejetée à une duchesse puissante qui a bâti son propre empire. Elle n'a pas seulement survécu au feu, elle a appris à contrôler les flammes aux côtés d'un homme qui respectait vraiment sa volonté de faire. Si vous avez aimé cette histoire profondément ancrée de résilience, de trahison et de romance durement gagnée, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » et partager cette vidéo avec vos amis amateurs de drames historiques. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer un autre récit immersif. Merci d'avoir regardé.